Bonjour et bienvenue à notre deuxième partie du test du LG Optimus G, consacré ici à la partie logiciel et matériel du téléphone. Parlons tout d'abord de l'affichage. Il s'agit ici d'un affichage sur un écran de 4,7 pouces de résolution HD qui utilise la technologie IPS, nommée par LG le True HD IPS+. Cette technologie permet d'avoir des noirs profonds, un bon compromis entre luminosité et contraste, avec des couleurs qui sont légèrement saturées, mais beaucoup moins que ce que proposerait un écran OLED par exemple. Vous allez pouvoir utiliser cet écran grâce à sa bonne luminosité dans tout type de lieu, y compris en plein soleil, et celui-ci sera visible même avec un angle extrême, ce qui est vraiment très agréable dans l'utilisation au quotidien. De plus, les lettres affichées à l'écran sont bien délimitées, fines, avec de bons contours, ce qui fait que la lecture se fera aussi bien sur un support internet que pour des e-books par exemple. Côté multimédia, celui-ci offre une très belle image, que ce soit pour la vidéo ou la photo. Le téléphone embarque Android Jelly Bean 4.1.2, qui est l'OS mobile agrémenté d'une légère surcouche que propose LG. Celle-ci intègre des applications plutôt bien pensées, mais également une ultra personnalisation du design du logiciel. En effet, vous allez avoir beaucoup de paramètres qui vont vous permettre de changer tout ce qui est au niveau de l'affichage. Alors, on connaît déjà les panneaux de Android, qui sont au nombre de 7 ici. Vous pouvez choisir via cet écran le panneau d'accueil, sur lesquels nous pouvons ajouter les icônes d'application, les widgets, et même modifier l'écran. Le tout en appuyant sur le petit plus dans le coin supérieur droit. Les fonds d'écran proposés par LG peuvent être animés ou fixes, et vous pouvez même utiliser une photo ou des images se trouvant sur votre galerie. Pour ajouter les applications, c'est très simple, cliquez sur l'onglet Applications et sélectionnez les applications que vous désirez, comme celle de Génération Mobile par exemple, qui est disponible sur le Play Store de Google. LG va plus loin dans la démarche de personnalisation, car ce système, cette surcouche, vous permet même de modifier les icônes. Par exemple, si je prends l'icône du Play Store, que je reste appuyé dessus, il va y avoir cette petite icône qui apparaît et qui représente un pinceau. Appuyez une seconde fois sur l'icône d'application et vous avez ce menu qui s'ouvre. Vous allez pouvoir choisir de changer cette icône parmi 4 thèmes que propose LG et parmi un choix multiple d'icônes. Si ces icônes ne vous plaisent pas, vous avez même la possibilité de pouvoir en créer, soit en sélectionnant une image dans votre galerie, ou alors en prenant une photo et en sélectionnant sur l'image que vous avez prise le détail qui vous intéresse et qui sera utilisé pour votre application. Ainsi, vous avez encore plus de choix dans la personnalisation. Vous pouvez également, comme avec Android, associer des icônes entre elles pour créer des dossiers. Ces dossiers sont personnalisables également. Vous pouvez les renommer, mais aussi les colorer différemment. Ainsi, vous avez encore plus de choix et vous y retrouvez plus facilement. Idem en dessous ici, vous pouvez ajouter jusqu'à 6 icônes maximum. Ces icônes étant disponibles, quel que soit le panneau qui sera affiché à l'écran. Pareil, vous pouvez créer un dossier dans ces icônes et modifier l'apparence des icônes sur le bas. En haut, existe également la recherche avec Google, soit manuelle, soit vocale, qui vous lancera Google Now. Voyons maintenant comment déplacer ces icônes. Il y a un paramètre que vous pouvez cocher et qui va vous permettre, lorsque vous inclinez l'écran, de changer le panneau pour pouvoir y déposer votre icône. Que ça marche donc dans un sens comme dans l'autre. C'est un petit détail qui reste fun. Au niveau de la personnalisation, vous pouvez également aller dans les paramètres et modifier le paramètre de l'écran en choisissant 4 thèmes prédéfinis par LG qui vous permettra d'avoir un fond d'écran et des icônes différentes suivant les thèmes. La possibilité d'activer ou désactiver toutes les animations à l'écran. Sachez tout de même que le téléphone embarque un processeur 4 cœurs
qui se nomme Qualcomm Snapdragon S4 Pro. Celui-ci est cadencé à 1,5 GHz et soutenu par 2 Go de mémoire RAM, ce qui en fait un produit qui va afficher rapidement les informations, qui restera très fluide et qui permettra de lancer n'importe quel type d'application, que ce soit des applications légères ou lourdes, telles que des jeux 3D par exemple. Dans les paramètres de l'écran d'accueil, vous pouvez également modifier l'effet de défilement des panneaux de Google en choisissant l'animation qui vous plaira parmi les propositions qui sont faites dans cet encart. Choisir l'accordéon par exemple. Vous pouvez ici aussi modifier le fond d'écran, parmi les 3 disponibles que je vous ai cités tout à l'heure. Vous avez même la possibilité, et ça beaucoup de constructeurs ne le proposent pas, de mettre votre écran et vos panneaux en mode portrait comme en mode paysage. Ça c'est plutôt sympa, on le retrouve très peu dans les téléphones Android. Ici on vous laisse la possibilité de le faire. Bien évidemment cette option peut être désactivée et vous pourrez garder donc seulement le mode portrait en cochant l'option dans les paramètres écran d'accueil. Pareil, vous pouvez soit faire défiler indéfiniment les panneaux de Google ou alors les stopper lorsqu'ils arrivent au bout, comme ceci. Idem dans l'autre sens. À vous après de voir si vous préférez le mode défilement infini ou pas. Pour bien évidemment contenter tout le monde et permettre d'avoir accès directement aux thèmes que vous avez prédéfinis, il vous est possible de les sauvegarder ou de les restaurer via cette option. Ainsi, vous sauvegarderez tous vos paramètres et vous pourrez vous amuser à faire différents thèmes personnalisés. Les paramètres du verrouillage de l'écran vous permettent de choisir différentes options. Celle que l'on connaît avec Android permet de déverrouiller par glisser, débloquer par rapport à votre visage. Il suffit simplement que vous mettiez face à la caméra avant, celle-ci reconnaît votre visage et le téléphone se déverrouille. Soit en faisant un schéma à l'écran, en entrant un code PIN ou un mot de passe. Vous avez la possibilité également de choisir un fond d'écran suivant la galerie ou un papier peint. J'ai choisi de prendre par exemple dans ma galerie superbe fond d'écran que nous propose DG57, l'un des designers du forum Génération Mobile. Comme ça, mon écran de veille présentera ce fond d'écran que je viens d'ajouter. Vous pouvez également ajouter une horloge et voir le rendu directement dans cet encart, ce qui est plutôt sympa, et de paramétrer en dessous les différents raccourcis, qui sont au nombre de 4 maximum, pour l'écran de veille. Ainsi, sur l'écran de veille, vous aurez ces 4 icônes, il sera juste de le sélectionner et de le faire glisser pour ouvrir directement l'application que vous aurez sélectionnée au préalable. Vous pouvez même choisir de déverrouiller avec des effets d'écran différents. Ici, j'avais choisi Do Drop, Je vais prendre l'onde avec les feuilles, par exemple. Lorsque je vais vouloir déverrouiller mon écran, des feuilles apparaissent. C'est un petit détail de personnalisation en plus. Vous avez également la possibilité de mettre des infos propriétaires. Alors, à quoi ça va servir? Si votre téléphone est bloqué et que vous le perdez, la personne qui va le trouver aura quand même accès à votre écran de verrouillage. Et sur cet écran de verrouillage apparaîtra les infos propriétaires que vous aurez laissées. Comme appelez-moi au tel numéro de téléphone ou si vous trouvez ce mobile, mon adresse est le. Et donc, la personne, si elle est bienveillante, pourra suivre ces informations pour vous retrouver, pouvoir vous rendre le mobile. Autre petite chose assez sympa, le temporisateur du verrouillage va vous permettre en fait, lorsque l'écran va s'éteindre, de ne pas lancer le verrouillage du mobile tout de suite. Très pratique par exemple lorsque vous voyez des informations sur internet et que vous prenez une note à côté, si l'écran s'éteint, le téléphone se verrouille. Et bien ici vous allez choisir une temporisation qui peut aller de 5 secondes à 30 minutes et qui va vous permettre de ne pas verrouiller le mobile tout de suite. Du coup lorsque vous allez le rallumer, vous allez encore pouvoir l'utiliser aussitôt. Et pas avoir besoin de rentrer encore une fois le code PIN, votre schéma, vous faire reconnaître au niveau de la reconnaissance faciale. Ou même faire glisser votre doigt. Donc c'est plutôt intéressant, c'est une option qui peut être donc activée ou désactivée comme vous le souhaitez. Et vous avez même vibré au toucher lorsque vous touchez l'écran de verrouillage. Dans les paramètres système, on va retrouver également des choses intéressantes au niveau de l'option écran,
puisque vous allez pouvoir régler le type de police en choisissant le type de police que vous voulez afficher sur votre mobile. Toutes les applications utiliseront ce type de police que vous aurez sélectionné. Si je sélectionne celui-ci, je peux sélectionner également la taille de police. Donc vous voyez que la police que j'ai utilisée est celle-ci. On peut avoir une un peu plus basique, comme celle-ci. Donc là, on a pas mal de choix. À vous de voir celle qui vous plaît. Et vous pouvez la changer autant de fois que vous voulez. C'est instantané. Il est vraiment très rapide et très fluide comme de téléphone. Il est vraiment, vraiment sympa. Ensuite, au niveau de l'écran intelligent, c'est une option qui peut être activée, qui va vous permettre en fait de voir si vous êtes en train de regarder votre mobile via la caméra avant. Si vous ne le regardez pas pendant un certain temps, celui-ci va se mettre en veille automatiquement. Par contre, si vous continuez à le regarder, celui-ci va garder l'écran activé. C'est une option qui reste assez pratique, surtout lorsque vous avez mis une temporisation qui pourrait être de 15 secondes et qui est très courte par exemple. Ici, je ne vais pas l'activer pour faire les tests. Vous avez également certains gestes qui peuvent être utilisés, donc comme celle que je vous ai montré tout à l'heure pour déplacer les icônes, en réglant même la sensibilité de l'inclinaison si vous le désirez. Vous avez le mode silence pour appel entrant. Lorsque quelqu'un vous appelle pour faire taire votre mobile, il suffit simplement de le mettre sur l'écran et celui-ci arrête de sonner. Et vous pouvez bien évidemment répondre aux appels. Il y a aussi mettre l'appareil sur la fonction snooze ou arrêter l'alarme, pour un rappel de l'alarme ou non, toujours avec ce même geste. Pause vidéo, c'est pareil, si vous regardez une vidéo, vous voulez mettre pause, il suffit simplement de la retourner comme ceci, et la vidéo se met sur pause. Un geste qui est plutôt sympa. Vous retrouvez toute l'aide dont vous avez besoin pour comprendre ces petits gestes, avec un schéma qui est très bien détaillé et très bien expliqué. On retrouve à peu près ce genre de détails dans toutes les petites options et paramètres qui pourraient être un petit peu compliqués pour le grand public, et donc qui nous permet de nous y retrouver tout de suite et de savoir à quoi correspond telle option et tel paramètre. Et on trouve ça partout dans le téléphone. Une chose intéressante également est l'économie d'énergie, qui va permettre d'être activée suivant un seuil que vous aurez défini, de 50% de batterie à 10% de batterie. Vous allez pouvoir régler donc tout ce qui est luminosité, mode économique activé ou désactivé. Là, c'est au quotidien. Les éléments de la fonction d'économie de la batterie peuvent se faire donc en coupant toutes sortes de choses qui vont pomper la batterie, telles que la synchronisation auto, le Wi-Fi, le Bluetooth. Là, c'est pour l'activer. Donc, le vibreur au toucher, la luminosité d'écran. Vous pouvez la régler comme vous le désirez. Il suffit d'appuyer sur paramètres et vous pouvez diminuer de 10% à 50% la luminosité de l'écran. Vous pouvez ajuster même la mise en veille de l'écran avec sa temporisation. Si vous l'activez, vous pouvez le régler. Tout ça se fait donc dans le mode économie d'énergie. Vous avez ici les informations du baisse du niveau de charge. Vous pouvez afficher ou non le pourcentage de batterie, chose qu'on ne retrouve pas partout sur les mobiles Android et qui est toujours sympa d'avoir. Et vous pouvez bien évidemment voir l'utilisation de la batterie. Alors, on va parler d'autonomie maintenant. Le téléphone a une batterie de 2100 mAh qui permet d'avoir une bonne autonomie. Ça tiendra une journée. Vous arriverez à tenir facilement entre 10 heures grand max si vous l'utilisez pas mal, à 16 heures si vous l'utilisez moyennement. C'est-à-dire pour regarder vos mails, faire un peu de réseaux sociaux, téléphone, SMS, MMS, écouter un peu de musique, même aller sur Internet. Après, c'est sûr que c'est suivant ce que vous allez utiliser comme application et suivant comment vous utilisez votre mobile avec le niveau de luminosité que vous utilisez. Mais on a quand même un niveau d'autonomie assez bon pour le LG Optimus G. Et vous est même permis de mettre un mode éco sur le contrôle du processeur. Donc c'est à part du mode économie d'énergie qui va vous permettre donc de rabaisser un petit peu et d'optimiser le contrôle du CPU pour justement qu'il aille moins pomper d'énergie au niveau de la batterie. Et on voit, c'est vraiment significatif, on voit vraiment la différence. J'ai pu utiliser donc avec ce mode éco, sans pour autant utiliser de fortes applications comme un jeu 3D par exemple, à la période où j'avais testé ce mode. Mais je dois dire que on voit quand même que la batterie descend beaucoup moins facilement que si ce mode-là était désactivé.
Donc c'est vraiment, vraiment sympa de proposer donc deux types d'économie d'énergie. Et le gain est significatif. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour l'activer ou le désactiver ici par exemple. Vous avez ensuite toutes les options de compte et synchronisation qui vont vous permettre de synchroniser toutes vos applications Facebook, Twitter et réseaux sociaux. Et on retrouve ici ce que l'on retrouve avec Android habituellement. Je vais maintenant vous parler de la barre de notification dans laquelle apparaît énormément de choses. Déjà un raccourci pour régler la luminosité. C'est sympa de le mettre directement ici. On peut l'avoir aussi sous forme de widget, mais ici on l'a directement quand on baisse la barre de notification. Ainsi que dans cette bande ici, tout un panel pour pouvoir activer ou désactiver des fonctions du téléphone, comme le Bluetooth, le mode avion, la NFC, les données, et même lancer une application qui s'appelle Quick Memo. Vous pouvez régler chaque ordre d'icônes avec cette option. Il suffit de faire remonter ou de faire descendre, et vous avez donc les icônes qui vont s'emplacer comme vous le désirez. Encore une fois, on a ici un côté de personnalisation vraiment sympa. En dessous se trouve une bande dans laquelle il y a 5 applications qui s'appellent QSlide Apps. Alors quelles sont-elles? En fait, ces applications vont pouvoir être lancées au-dessus d'une application déjà existante et qui fonctionne. Alors par exemple, je vais lancer. Alors, vous pouvez régler la taille de ces QSlide Apps et je vais lancer Messagerie. Je vais écrire un nouveau message et faire mon calcul en même temps. Ce qui est vraiment sympa. Et à côté, je peux saisir. Donc vous voyez, tout se fait très simplement. Je peux régler la dimension de celle-ci. Je peux la mettre en mode plein écran à n'importe quel moment, sans pour autant perdre l'activité de l'application qui se met en dessous. Et je peux même régler, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, voilà, je peux régler également la transparence de cette application. Alors c'est vraiment sympa comme système, ça va me permettre vraiment de pouvoir lancer des QSlide Apps donc assez utiles. Je peux même lancer par exemple une vidéo qui va apparaître en petite vignette comme ceci. Bon là j'ai pas mis de son. Et donc vous pouvez avoir juste ce rectangle de vidéo et pouvoir taper un message sur Facebook ou Twitter par exemple. Voilà. Et si vous ne le voulez plus, il suffit d'appuyer sur la croix au-dessus et celle-ci s'arrête automatiquement. Vous avez vu que c'est très fluide, que ça répond parfaitement, il n'y a aucun ralentissement. LG propose une application de prise de notes vraiment intéressante qui se nomme Quick Memo. Celle-ci peut être lancée de deux façons différentes. Soit dans la barre de menu, qui se trouve dans la barre des notifications, ou alors via le troisième bouton, donc le bouton du milieu du volume, qui va vous permettre de la lancer. En fait, ce bouton du milieu volume n'est pas un réel bouton puisque en appuyant au milieu là, vous allez appuyer sur le bouton plus et moins simultanément. Donc deux possibilités s'offrent à vous. Donc si j'appuie sur ce fameux bouton, j'ouvre l'application Quick Memo. Alors Quick Memo va vous permettre de prendre des notes facilement en sélectionnant ici différents styles de crayons avec différentes couleurs. Vous pouvez également avoir une gomme pour effacer ce que vous avez noté. La chose la plus intéressante dans Quick Memo est que vous pouvez avoir un fond transparent et prendre des notes directement sur cette transparence. Si vous lisez du texte, vous pouvez le surligner puisqu'il y a un surligneur intégré. Vous êtes sur une page internet, vous voulez prendre des notes sur ce que vous êtes en train de lire sur votre écran. Et bien Quick Memo va vous permettre, par superposition, de marquer des informations, puis soit de les partager, soit de les envoyer. Vous pouvez même continuer votre travail, par exemple en surlignant un texte au fur et à mesure, mais si vous ne voulez pas avoir Quick Memo en premier plan, eh bien vous pouvez le mettre en arrière-plan et continuer d'enregistrer des images au fur et à mesure, tout en ayant Quick Memo d'actif pour pouvoir travailler plus vite. C'est vraiment bien pensé comme application. Donc si vous l'enregistrez ensuite, vous le retrouverez dans votre galerie ou dans vos notes, et vous aurez donc ceci, une image de votre écran avec votre prise de notes. Autre fait assez intéressant, c'est dans le mode appareil photo, vous aurez la possibilité de prendre une photo et de la lancer directement dans Quick Memo.
J'appuie donc au milieu sur le bouton volume. La photo s'est prise instantanément et a été transférée sur l'application Quick Memo qui s'ouvre tout de suite. Vous pouvez ainsi gribouiller ce que vous voulez sur la photo, faire du dessin ou marquer des choses, puis de la sauvegarder ou alors de la partager. Voyons ensemble maintenant le mode appareil photo. Celui-ci va pouvoir être affiché en mode portrait comme un mode paysage. Vous avez les icônes donc qui vont s'adapter par rapport à l'un ou l'autre des modes. Vous avez ici une interface plutôt simple et personnalisable. Vous retrouvez ici 4 icônes, plus icônes paramètres. Ces icônes sont personnalisables. En fait, il s'agit de raccourcis vers des paramètres que vous pouvez sélectionner en maintenant appuyé sur cette icône. Ainsi, si vous voulez par exemple avoir le paramètre flash, et bien voilà, il suffit de le sélectionner, vous l'avez changé par rapport au switch des deux modes appareil photo avant, appareil photo arrière. Et vous pouvez faire ça aux 4 icônes qui se trouvent ici. Sur le côté droit, on va retrouver des boutons communs au mode d'appareil photo qui sont le déclencheur, la dernière photo qui a été prise avec un accès à l'album. Vous avez également la possibilité de switcher du mode appareil photo au mode caméra. Vous ne pouvez pas malheureusement prendre de photos en même temps que vous filmez. Vous avez également la possibilité de prendre une photo à la voix. Il suffit simplement de sélectionner la capture vocale et vous avez 5 possibilités. Vous pouvez dire cheese, smiley, whisky, edgy ou kimchi. Pour vous aider, vous avez les prononciations vocales. Cheese, smile, whisky. Et également donc les prononciations en phonétique juste en dessous des mots. Ainsi, si je prononce par exemple whisky, ma photo est prise instantanément. Alors c'est très pratique par exemple lorsque vous allez prendre une photo de vous-même avec l'appareil photo arrière par exemple, eh bien, il suffira juste de dire le mot magique et la photo sera prise. Attention tout de même, cette solution a des limites. Si vous êtes entouré d'un brouhaha, vous êtes sûr que votre photo ne sera pas prise avec le vocal. Vous avez également la possibilité de prendre des photos avec un mode rafale intelligent. Cette prise en rafale va prendre 5 clichés et ils vont prendre donc des photos avant que vous ayez appuyé sur le déclencheur pour être sûr de ne pas avoir loupé un moment. Alors là, ça ne se verra pas trop puisque l'objet est fixe, mais vous pouvez donc afficher les 5 photos et avoir le moment avant que j'ai appuyé sur le déclencheur. C'est un mode qui est plutôt intéressant et qui est vraiment sympa. Dommage que ce soit limité qu'à 5 images. Par contre, il aurait été bien de voir peut-être un peu plus d'images pour ce mode rafale. Vous avez également la possibilité d'avoir un mode photo HDR qui va permettre de prendre une photo avec une légère temporisation pour avoir le plus de détails possible sur celle-ci et faire ressortir autant les zones d'ombre que les zones claires. Vous avez un mode panorama intelligent qui est très facile d'utilisation, avec toujours un petit tuto qui vous permet de vous expliquer comment il est fait et comment il fonctionne. Il suffira juste de régler votre image, d'appuyer sur le déclencheur et de bouger comme ceci avec la progression. Vous pouvez arrêter votre panorama à tout moment jusqu'à ce qu'il arrive à la butée. Et celui-ci va se former et va donner donc un panorama plutôt convaincant. J'ai bien aimé ce mode panorama. Vous avez également la possibilité de faire une prise de vue en continu, donc une prise de vue en rafale. Malheureusement, les photos en rafale sont limitées au nombre de 6, ce qui est vraiment très peu, alors que beaucoup de mobiles Android aujourd'hui disposent d'un mode de rafale infini ou avec 99 photos. Donc 6, c'est vraiment court quand même, hein. Voilà, vous ne devez pas rester appuyé sur le déclencheur, vous devez appuyer une fois et prendre les 6 photos instantanément. Alors, par contre, l'appareil photo a un stabilisateur qui va permettre de prendre des photos, même si vous venez à bouger un petit peu le téléphone, il va donc stopper les vibrations et capturer une image qui va être très nette, malgré que vous ayez bougé pas mal.
Bon, cette méthode a des limites, mais par contre, vous gardez toujours une photo qui est détaillée, avec des couleurs qui sont légèrement pâles par rapport à la réalité. J'ai noté également des petites différences avec la luminosité. Dès que celle-ci commence à baisser, on voit apparaître facilement du bruit sur la photo, ce qui est fort dommage pour un 13 mégapixels. Donc il y a des petits points qui restent à améliorer. Vous pouvez également utiliser des filtres. Alors les filtres sont aussi très restreints. On n'a que l'effet de couleur monochrome, sépia ou négatif. Donc voilà pour l'appareil photo 13 mégapixels qui se montre convaincant. De toute façon, vous pourrez retrouver le test sur le site Génération Mobile ou sur le forum Génération Mobile, sur lequel vous avez un lien qui vous amènera directement sur des photos que j'ai prises avec ce téléphone en taille réelle pour vous faire votre propre idée de celle-ci. Bien évidemment, j'ai utilisé un mode automatique, mode qui est couramment utilisé par le grand public. Au niveau du téléphone, on retrouve de la NFC, une technologie sans contact qui permet de partager des informations avec un autre téléphone Android lorsque vous les placez dos à dos. Je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube ou Dailymotion qui parle de cette technologie NFC et vous fait une démonstration. Vous avez aussi la technologie Miracast qui se retrouve présente dans ce mobile. Alors cette technologie va permettre d'envoyer votre écran sur un moniteur qui utilise cette technologie Miracast. Alors, cette Miracast est une norme qui arrive seulement maintenant en France. On la retrouve sur quelques appareils, quelques téléviseurs. Il faut laisser le temps que ça se démocratise. Vous avez la possibilité d'acheter un petit boîtier d'une centaine d'euros pour pouvoir l'ajouter à votre téléviseur via une prise HDMI. Et donc, ça vous balancera l'image de votre mobile directement sur le téléviseur. Au niveau des applications, on a le mode alarme qui est assez sympa. Donc dans le mode alarme, on va trouver le chronomètre, le fuseau horaire, le minuteur. Et vous avez la possibilité dans une alarme de choisir l'auto app starter. Donc de lancer une application que vous allez choisir. Alors moi je choisis l'application musique, comme ça, lorsque j'arrête mon alarme, l'application musique se met en route et commence à lire mes musiques. Et je me réveille encore un peu plus doucement. Mis à part cela, on a le mode galerie qui va vous permettre d'afficher donc des albums soit par lieu, soit par date, soit les différents albums que vous allez retrouver en ligne et sur votre mobile. Les photos apparaissent dans les carrés dont la taille peut être modifiable en pinçant ou en élargissant vos doigts sur l'écran. Là on a la taille maximale et là la taille minimale. Comme ça vous avez un visuel et vous pouvez voir tout de suite les photos que vous faites. LG propose également son application Smart World qui va vous permettre d'accéder à des applications gratuites et payantes que vous retrouvez également sur le Play Store de Google, mais également donc des applications spéciales pour LG que vous pourrez donc télécharger via cette boutique en vous y inscrivant. Pour conclure, ce téléphone tient toutes ses promesses dans le haut de gamme. On a quelque chose de fluide, de rapide, très bien conçu puisqu'il a une finition vraiment sympa, assez élégant avec son design, même si celui-ci reste simple. On a un très bon affichage avec un écran IPS qui n'est pas fatigant à regarder dans le temps et qui est très agréable à l'œil. Au niveau de son appareil photo, même si les options sont assez limitées, on a quelque chose qui donnera des photos vraiment très belles et détaillées avec des couleurs peut-être un peu trop pâles. Ça, c'est en mode automatique. Si vous réglez vos paramètres, vous devriez faire de très belles photos. Au niveau de tout ce qui est application, tout répond au doigt et à l'œil grâce au processeur puissant qui se trouve à l'intérieur de ce mobile. La légère surcouche de LG permet beaucoup de choses et est très bien pensée. On a une hyper personnalisation qui est vraiment très sympa. Et donc on pourra avoir le même téléphone mais avoir une interface graphique totalement différente d'un téléphone à un autre et suivant les individus. J'ai beaucoup aimé les les Q-Slide Apps qui permettent donc de lancer une application sur une application. Je regrette tout de même la position du haut-parleur qui fait que celui-ci, lorsque le téléphone est posé, va émettre un son étouffé. Mais à part ça, le son est très bon lorsqu'on tient en main. Et pour regarder un film, c'est vraiment génial. Petit bémol également en mode musical. C'est dommage qu'on n'ait pas un lecteur qui propose un égaliseur en mode haut-parleur, qu'on soit obligé de mettre un casque
ou des haut-parleurs avec une prise jack pour avoir cette option Dolby ou Equalizer. Mais c'est tout de même un très bon téléphone haut de gamme qui a un prix sur la tranche de haut de gamme basse, c'est-à-dire qu'on devrait le trouver aux alentours de 500 €. Donc c'est une valeur sûre, avec une très bonne conception. Et si vous cherchez donc un téléphone Android de bonne qualité et plutôt haut de gamme, celui-ci fera très bien l'affaire pour le prix qu'il propose. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus maintenant pour ce test du LG Optimus G. Laissez-moi des commentaires sur les vidéos, mais également venez participer à la section LG qui se trouve sur le forum générationmobile.net. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.